Alors, si on prend une tension G de t, qui est une tension sinusoïdale de fréquence f, ça s'écrit 2pi f t, ou bien sinus de oméga t. Maintenant, lorsqu'on dérive une fonction sinusoïdale, un sinus par exemple, on multiplie un cosinus par 2pi f, l'argument à l'intérieur du sinus. Et donc, la dérivée de sinus de pi f t, c'est égal à 2pi f que multiplie le cosinus de 2pi f t. Ben, le cosinus et le sinus, c'est la même chose, sauf que le cosinus est un sinus déplacé, tout simplement. Ça nous donne également oméga cosinus oméga t. Maintenant, lorsqu'on passe au formalisme complexe, G de t, ce n'est plus sinus oméga t, mais cosinus oméga t plus J sinus oméga t. Donc, on ajoute une partie imaginaire tout simplement pour faciliter le calcul. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dérive par rapport au temps un exponentiel, ça nous donne l'argument à l'intérieur de l'exponentiel que multiplie l'exponentiel lui-même. Donc J oméga que multiplie exponentiel J oméga t. En d'autres termes, l'opérateur dérivé par rapport au temps devient un J oméga et l'affaire devient très simple. Alors, reprenons notre ligne de transmission. La tension à la distance grand Z n'est pas égale à la tension au niveau 0, au début, à gauche. Tout simplement parce que la tension ne roule pas à une vitesse infinie. Ça roule au plus à la vitesse de la lumière. Donc, ça prend du temps pour aller de 0 jusqu'à grand Z, ou bien L, la longueur de la ligne de transmission. Ça, c'est important. Donc, à tout endroit dans la ligne de transmission, ici, 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 qu'est-ce qu'on a? On a une tension V de Z qui est différente de V de grand Z et aussi différente de V de 0. Pourquoi? Parce que la tension roule avec le temps. En fait, pour aller plus précis, on a Z, puis si on ajoute un delta Z, on va trouver une autre tension. Donc V de Z plus delta Z. Alors cette partie-là, on peut l'agrandir, ça vient ici. Donc entre les deux bouts de delta Z, on a un VZ et de l'autre côté, on a V de Z plus delta Z. N'oublions pas les équations de Maxwell, la relation d'induction et de capacité qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire, sur le bout delta Z qui est en haut, il y a une variation du courant qui multiplie une inductance L, on a vu ça. Et donc, on peut se permettre de remplacer ce petit bout delta Z par un petit circuit où il y a l'effet inductif et l'effet capacitif qui résultent des deux premières équations de Maxwell. En effet, je répète, dans les deux premières équations de Maxwell, qu'est-ce qu'on a? On a une dérivée par rapport à l'espace d'un côté, une dérivée par rapport au temps de l'autre côté. Alors, lorsqu'on a une dérivée par rapport au temps, il y a un courant qui est là, alors ça veut dire que c'est une bobine, c'est-à-dire c'est une inductance. Et lorsqu'on a une dérivée par rapport au temps, mais ça concerne une tension, donc c'est un effet capacitif, donc c'est un condensateur. C'est ça que nous avons. On peut présenter notre bout delta Z de cette façon-là. Alors, notre ligne de transmission qui est grande, c'est un ensemble de ce petit bout. C'est la situation idéale. En fait, ici, j'ai pas supposé que sur la plaque, il y a de la résistance. J'ai supposé que la plaque est idéale. Mais en effet, il y a de la résistance. Et au niveau du condensateur, il y a aussi l'effet de la résistance ou bien de l'admittance. Et donc, la situation réelle, c'est que nous avons une résistance plus une inductance et en parallèle, nous avons une admittance plus une capacité. L'admittance, on peut l'appeler aussi conductance parfois. On a une infinité de sortes. Alors, la résistance avec la bobine, les deux, ça fait une impédance, donc une résistance complexe si vous voulez, qu'on appelle Z1. Et la capacité avec le G, ça fait une inductance, ça fait une impédance complexe Z2. Et ce bout-là, ça se répète d'une façon infinie. Donc on a une infinité de ce petit bout. Regardons de gauche. Si on met l'œil à gauche, on regarde tout ce qui est à droite de cet œil. L'œil, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir une infinité de segments delta Z. Et chaque delta Z est formé de Z1 et Z2. Alors, si on regarde par là, on va voir Z0, une grandeur qu'on appelle
Z0. Maintenant, si on regarde cette partie-là, on va voir la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de delta Z. Et donc, lorsqu'on a vu la boîte rouge là, elle contient quoi? Elle contient une infinité du segment delta Z. Et la boîte mauve qu'on voit ici, elle est plus petite que la première boîte. Elle contient pas une infinité de delta Z, mais elle contient une infinité moins 1, ce qui est une infinité. L'infini moins 1, c'est l'infini. Donc ça revient quand même. Alors, lorsqu'on regarde de gauche la partie restante de la ligne de transmission, on voit toujours Z0. Que ce soit on est au début, après 1000 delta Z, on voit toujours, en regardant de gauche, on voit toujours Z0. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de delta Z. Ce Z0-là, on l'appelle l'impédance caractéristique. Alors, pourquoi caractéristique? C'est tout simplement, c'est une impédance qui caractérise cette ligne de transmission. Bien entendu, si tu mets deux plaques parallèles, tu vas trouver une impédance caractéristique. Si tu changes les caractéristiques des deux plaques, ou bien tu changes la distance entre les deux, ça va donner autre chose. Une autre impédance caractéristique, si tu remplaces ces deux plaques parallèles par deux fils parallèles, tu vas trouver une autre impédance caractéristique. Si tu changes tout ça avec un câble coaxial, bien sûr, tu vas trouver une autre impédance caractéristique. Donc, c'est une impédance qui caractérise la ligne de transmission. Alors, de n'importe quel point on regarde de gauche vers la droite, on va voir Z0. C'est un réseau Z0 de Z0. D'ailleurs, si on prend cette structure, ce réseau-là, et on regarde cette partie-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 2 Z0 et Z0 plus Z0. Donc, si on se limite à cette portion-là de la ligne de transmission, on va voir 2 Z0 en parallèle avec 2 Z0. Donc, on a deux résistances, deux impédances, chacune est 2 Z0, ils sont en parallèle. Alors, lorsque on a deux résistances et chacune c'est 2 R, la résistance équivalente c'est R tout simplement. Et donc c'est Z0 dans ce cas. Maintenant, lorsqu'on remplace ce bout-là par Z0 et on passe au delta Z qui est avant, au segment qui est avant, on va trouver la même chose. Donc c'est un réseau d'impédance Z0. De n'importe quel point tu regardes de gauche à droite, tu vas voir Z0. Simplement parce qu'il y a une infinité de delta Z. On peut voir le circuit comme ça. On a un circuit idéal, dans ce cas-là, il n'y a pas de résistance. L delta Z et C delta Z. Et il est terminé par Z0. Donc Z0 est ici, on le voit de gauche. Ici, on voit la même chose de gauche vers la droite, Z0. Dans le cas d'une onde sinusoïdale et dans le cas d'une ligne de transmission qui est idéale sans perte, on a V de Z est égal à Z0 fois I de Z.